Bonjour, je suis Juliette du think tank Annexiou et donc aujourd'hui je suis avec Thomas de Parlons Futur. Donc j'ai une question Thomas pour rebondir à ta newsletter. Donc j'ai vu dans ta newsletter l'image que tu as mis du robot Atlas de Boston Dynamics. Je trouve ça vraiment bluffant, un robot qui a autant de capacités. Donc les capacités telles que la vision, la force, tout ce qui est capteur sensoriel. Enfin vraiment on est plus très loin du robot qui s'apparente à nous tout simplement. Donc en 2024, on arrive à créer des robots qui sont très proches de l'humain. Et quelles seraient les prochaines innovations qu'on pourrait mettre en place pour encore diminuer cette limite entre nous et les robots? Bah, écoute, salut Juliette, merci pour ta question, hein. C'est vrai que la robotique, c'est toujours fascinant. Alors, je vais partager justement, comment dire, quelques images de ce robot de Atlas. Donc, tu vois bien les images aussi? Oui, parfait. Donc voilà, là on le voit, il est à l'œuvre. Et donc il attrape du matériel et il va le déplacer pour le mettre dans une autre étagère. Alors ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est la toute dernière vidéo de Boston Dynamics, qu'on connaît depuis des années avec leurs vidéos de robots humanoïdes qui font des sauts périlleux en tout genre. Et en fait, il y a eu un grand basculement l'année dernière. Ils sont passés de robots qui fonctionnaient avec des pistons hydrauliques, en fait, des systèmes de pression hydraulique pour le mouvement des membres, à un système, cette fois-ci, complètement électromécanique. Donc, c'est censé être moins cher, plus simple à l'usage. Mais ça, c'est plus pour la partie, on va dire, mécanique, dextérité. Ce qui est nouveau aussi, c'est l'intelligence. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les vidéos de Boston Dynamics, c'était impressionnant, mais c'était complètement téléguidé, téléopéré, contrôlé à distance, quoi. Chorégraphié vraiment à l'extrême. Donc ça manquait d'intelligence. C'était impressionnant en termes de dextérité, mais ça manquait d'intelligence. Et là, ils sont sur un système maintenant qu'ils ont couplé à de l'intelligence artificielle, on va dire un peu d'un écrit, avec des systèmes de reconnaissance des images et qui leur permettent de vraiment comprendre ce qu'ils voient. Ah tiens, voilà l'objet que je manipule, et puis de le déplacer, d'aller au bon endroit sans trébucher. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est marrant parce que cette vidéo, elle sort quelques semaines après celle de Tesla. Et justement, là, on avait parlé déjà la dernière fois, mais la grosse critique qui était faite à Tesla, c'était que c'était téléopéré. C'est que le robot, effectivement, ils avaient fait d'énormes progrès en termes de dextérité en quelques années, parce que alors là, Boston Dynamics, ils y sont depuis, je pense, presque 2 décennies, alors que Tesla, ils ont commencé il y a quelques années seulement. Donc Tesla avait fait énormément d'efforts pour rattraper le retard sur la partie, on va dire, mécanique, mais sur la partie intelligence, ils sont encore très loin de ce qu'on voit là aujourd'hui. Là, c'est l'intelligence artificielle pure qui anime ce robot. Alors après, c'est ce qu'il nous annonce, évidemment. On est sur une démonstration qui est partagée, qui n'est pas en direct, donc ça peut être un peu trafiqué. Bon, a priori, Boston Dynamics, ils sont dignes de confiance, donc je pense que ça n'est pas trop trafiqué. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire qu'à l'usage, dans les conditions directes, ça serait aussi parfait. On le voit qu'il est encore un petit peu hésitant, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue. Là, on est vraiment sur les robots de limite de la science-fiction. Enfin, je me souviens même, les robots de Star Wars, ils n'étaient pas aussi agiles, en fait. Le robot jaune doré, là, C3-6PO et R2D2, alors lui, il roulait, c'était encore pire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que là, on est vraiment sur des progrès vraiment bluffants et on se demande, mais où est-ce qu'on en sera dans quelques années, quoi. À ce rythme, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qui manque pour répondre à ta question pour que ce soit, pour vraiment se rapprocher encore plus de nous, pour que ce soit encore plus bluffant? Alors, bon, déjà, il y a la politique de l'autonomie et des batteries, parce que là, il est branché sur rien, donc il fonctionne sur batterie, mais en fait, il ne pourrait pas fonctionner comme ça bien longtemps. Alors oui, il va y avoir des progrès sur les batteries et autres, mais de là à avoir, par exemple, un robot comme ça qui se rend vraiment utile pendant toute une journée, sans avoir à se recharger, on en est encore assez loin, en fait. Il va falloir du temps pour avoir des robots qui sont capables d'apporter une véritable aide, c'est-à-dire de dépenser beaucoup d'énergie dans leur mouvement, tout en étant autonome toute une journée. Voilà. Alors après, ça, c'est parce qu'on se concentre sur la partie humanoïde, mais on peut imaginer toutes sortes de robots, par exemple un robot qui a les bras et la tête, mais qui est en fait posé sur une table, on va dire, et qui est branché en permanence et qui procède à des travaux manuels. Donc, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, dès qu'on est dans la robotique, on n'a pas besoin forcément d'être humanoïde, on peut être autre chose qu'humanoïde, comme un chien robot, ou un mélange des deux, ou même encore autre chose, un robot avec des bras, mais aussi des roues. Donc, toutes les configurations sont possibles, et donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de limite, on n'est pas obligé
obligé d'en rester à nos contraintes. D'ailleurs, on le voit bien sur cette vidéo parce qu'il est capable de tourner sa tête dans tous les sens à 360, un peu comme dans l'exorcisme. Il est capable de faire des mouvements avec ses articulations que nous, on ne peut pas faire. C'est la beauté de la robotique. On peut même s'affranchir, nous, de nos contraintes propres qui sont liées à l'évolution. L'évolution, elle va plus ou moins dans un sens et c'est difficile d'hybrider des fonctionnalités en biologie, alors que ça me fait penser à... Désolée, je te coupe, ça me fait penser à un autre sujet dans ta newsletter, là, des robots qui ont les mains qui se détachent pour aller chercher quelque chose qui est trop loin. Ça, c'est vrai que nous, si on pouvait le faire, ça serait vraiment sympa. Ouais, tout à fait, voilà. Donc là, ouais, c'est l'exemple d'un autre robot qui est capable de perdre sa main pour... Enfin, la main se détache pour aller chercher un objet qui est hors d'atteinte, et puis après, elle revient se raccrocher au bras. Donc, ça fait un peu peur, mais voilà, ça donne une idée de ce qu'on peut faire en robotique. Donc voilà, je disais, il y a une problématique d'autonomie pour ce qui est des batteries. Après, alors, il y a une problématique aussi, toujours sur la partie de dextérité, de rapidité. On voit que les mouvements sont un peu lents. Alors, certes, un tel robot, s'il peut se recharger assez régulièrement, peut-être qu'il peut travailler 24 heures sur 24, mais il est quand même un peu plus lent qu'un être humain, quand même, il ne faut pas se leurrer. Quand on pense à un serveur, par exemple, dans un restaurant, qui est virevoltant, qui prend 50 choses dans ses bras, qui se faufile entre les tables ou même entre les clients, on est à des années-lumière d'avoir un robot qui peut faire ça, reproduire ou alors la dextérité d'un plombier qui se faufile sous un évier pour trifouiller les tuyaux. On est à des années-lumière d'avoir un robot qui est capable de faire ça. Donc en fait, il y a encore énormément de marge de ce point de vue-là en termes de dextérité, de souplesse et de rapidité. Et puis ce qui manque à ça, c'est l'intelligence aussi. C'est que là, ça reste très hésitant. On est sur des tâches finalement assez simples. On déplace un objet d'une boîte A à une boîte B. Bon, ok, très bien. Mais ce qui va manquer en fait pour pouvoir aller plus loin, c'est en fait simplement des données d'entraînement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir un maximum de robots en circulation. Et c'est là où il y a un côté un peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas assez de robots en circulation, ils ne peuvent pas emmagasiner assez de données lors de tests et d'expérimentations pour justement affiner leur modèle. Mais tant qu'on n'a pas des modèles assez efficaces, on ne va pas réussir à les produire en assez grande quantité parce que les gens ne voudront pas les acheter, il n'y aura pas de marché. Donc, comment on fait pour court-circuiter un peu ce problème-là? Est-ce qu'on arrive à générer des situations de ce type, mais dans un monde virtuel, où là, le robot, il s'entraîne virtuellement à comprendre ce qui se passe et à agir, et après, on transpose les enseignements qu'on a pu tirer d'expérimentation dans un univers virtuel, on les transpose dans le monde réel, mais en fait, rien ne remplace vraiment le monde réel, donc à un moment donné, ça peut peut-être être limitant. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que parfois, en fait, tout simplement, voilà, on laisse un être humain piloter justement le robot, et on le pilote, on demande à l'être humain de piloter un robot et de refaire la même opération une centaine de fois, voire plus. Et ça ne sera jamais exécuté exactement de la même façon par l'être humain qui pilote le robot. Mais toutes ces exécutions, en fait, après, ce sont autant d'informations que l'intelligence artificielle peut digérer et dont il peut faire en quelque sorte la moyenne pour après permettre à un robot en autonomie derrière de reproduire dans telles circonstances plus ou moins ce genre d'action. Donc, c'est une façon de les entraîner. D'ailleurs, un autre exemple, ce sont les opérations chirurgicales qui sont réalisées à distance. Donc, régulièrement, on voit dans les gros titres un robot chirurgical qui permet de faire une opération avec le chirurgien qui est à l'autre bout du monde et qui, en temps réel, parvient à opérer un patient qui est donc très loin de lui. Alors là, il n'y a aucune intelligence, c'est juste un robot mécanique, bête et méchant, qui est téléopéré. Donc on est vraiment dans du contrôle à distance. Sauf que ce faisant, plus il y aura d'opérations qui auront pu être ainsi téléopérées, au bout d'un moment, s'il y a digère toute la somme des informations de ce qui s'est passé, au bout d'un moment, l'IA va pouvoir prendre le contrôle par elle-même de tel robot et nous opérer. Et j'avais déjà partagé aussi dans une newsletter un exemple, pour le coup, je crois que ça avait été le cas, où une IA avait réussi à réaliser une opération de remplacement de couronne dentaire avec succès. Et c'était beaucoup plus rapide que ce qu'aurait pu faire un chirurgien dentiste. Donc là, c'est que le début. Et c'est vrai que ça fait flipper de se dire, moi, je vais aller sur une table d'opération et je vais laisser une IA contrôler un robot pour m'opérer. Non, mais c'est du délire. Sauf que, en fait, on va sans doute y venir parce que ça sera beaucoup moins cher, plus rapide et en fait de meilleure qualité, in fine. Voilà, avec assez de données. Plus en fait un chirurgien passe par des outils de ce type pour opérer, plus de l'information peut être récupérée, plus elle peut servir à entraîner des IA, et plus à terme, en fait, voilà, l'IA sera capable de le faire de façon qualitative, plus rapide et pour donc beaucoup moins cher.
c'est même pas exclu qu'à un moment donné, on ait chacun une table d'opération par quartier, partout en France, où on peut aller en cas d'urgence et on est opéré par les robots. C'est pas du tout exclu. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Alors, on n'y est pas encore, ça va mettre du temps, puis il y aura des résistances psychologiques. Mais je veux dire, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui, on est à Paris, sur la ligne 14. C'est le métro qui est complètement automatisé. Alors certes, il est derrière des barrières en vitre, mais admettons qu'il n'y a même pas de barrière. Au début, on a peut-être peur quand le métro arrive, on sait qu'il n'y a pas de pilote, mais maintenant on sait que de toute façon, voilà, le train, il sait ce qu'il doit faire, il s'arrête au bon endroit, etc. Donc en fait, on n'a plus du tout peur. Et en fait, je pense que cette peur, en fait, elle finit toujours par se dissiper. C'est comme on se souvient de ces images, ils avaient projeté au tout début du cinéma l'image d'une locomotive qui fonce. Donc c'était sur un écran projeté au cinéma, et les gens avaient eu peur, ils s'étaient enfuis de la salle. Très vite, ils ont compris ce que c'était que le cinéma, qu'il fallait pas avoir peur. Donc je pense qu'on a toujours des peurs au début, puis on finit par s'y faire. Et je pense que ça va être la même chose. Voilà. Donc pour résumer, hein, ce qui peut manquer, peut-être l'autonomie au niveau des batteries, un peu plus de dextérité, mais ça va te pair aussi avec plus d'intelligence. Et donc, pour qu'il y ait plus d'intelligence, il faut qu'il y ait plus d'informations sur des opérations qui ont été conclues de façon efficace. Et ça se fait justement par la téléopération, par des êtres humains au départ, qui servent à entraîner finalement ces robots et l'IA. Mais on y viendra. Alors après, est-ce que c'est possible techniquement, c'est une chose. Maintenant, est-ce que le prix va baisser assez pour que ça ait un sens économique? Parce que comme toujours, en fait, dans notre monde, il faut distinguer deux choses. La possibilité technique, est-ce que c'est possible? Oui, ça le sera, je pense. Maintenant, est-ce que ce sera économique? Est-ce que ça aura un sens commercial? Est-ce que ça sera assez bon marché pour que les gens l'achètent et ça remplira assez de services? À voir. Peut-être pas, peut-être plus tard, ça prendra plus de temps parce qu'il faudra que le coût baisse vraiment, que ça soit assez fiable. Il y aura toujours des early adopters pour payer très très cher des robots très imparfaits, très prompts à faire toutes sortes de gaffes. Mais voilà, le grand public, lui, non, il voudra quelque chose de bien plus abouti. Et donc, ça peut mettre beaucoup, beaucoup plus de temps que prévu avant qu'on ait, alors sans parler des risques de sécurité, ça, j'en ai pas parlé aussi, mais de se faire pirater à distance, parce que plus on a d'objets connectés chez soi, plus c'est dangereux. Alors, il y avait le cas d'un aspirateur autonome qui a été piraté, qui prenait des photos auprès du propriétaire et qui se mettait à l'injurier. Bon, ça peut faire sourire, mais si demain j'ai un robot humanoïde qui peut péter un plomb chez moi, c'est un autre délire. Donc, il y a aussi cette problématique-là aussi, et ça va être passionnant à suivre. Ouais, ok. Ben, merci pour ta réponse. Et c'est vrai que je suis curieuse de voir les évolutions. À suivre, yes, merci. Merci.